ça n'a plus de sens en fait. On devient vraiment très dépendant de nos outils numériques. Je suis allée un poil plus loin cette année, c'est-à-dire que j'en ai marre en fait que mon temps soit coupé par des sonneries. Et forcément, simplifier en fait toutes les choses que j'utilise dans mon quotidien et qui peuvent venir m'encombrer l'espace, m'encombrer l'esprit. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Allô. Oui, ce sont bien les petits exercices que je fais avant de commencer un enregistrement pour être sûre que ça fonctionne bien parce que malheureusement, depuis que j'ai lancé mon podcast, c'est-à-dire 3 ans maintenant, ça m'est déjà arrivé d'enregistrer dans le vide. Donc à présent, je fais des petits tests. Donc comme ça, tu as eu les backstage du podcast. Je suis très contente de te retrouver pour un enregistrement en solo, juste entre toi et moi, entre vous au pluriel et moi. D'ores et déjà, je m'excuse par avance pour peut-être le son de ma voix, car je sors de 48 heures de rhume et de mal de gorge. Mais je sais que ma voix n'est pas encore revenue à la normale, donc j'espère que ça ne te dérangera pas. Voilà, ça a été assez express, je me suis emparée de mes mouchoirs en tissu pour ne pas garder tout en moi, de mes petites plantes pour me faire des infusions d'échinacée et d'eucalyptus avec un peu de propolis et ça pendant 24-48 heures et voilà, ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai beaucoup plus d'énergie et je suis d'ailleurs aujourd'hui très très contente de faire cet enregistrement. Très imprévu parce qu'il était prévu que je fasse cet enregistrement il y a maintenant quelques jours, mais c'est vrai que je n'avais pas l'énergie, je n'avais pas l'envie, ce n'était pas pour moi la priorité et puis j'étais un peu malade. Là le son de ma voix était vraiment pire. Mais là, pour tout te dire, je reviens d'une après-midi de répétition de danse et voilà, je suis donc pleine d'énergie et d'enthousiasme. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté avant de rentrer dans le sujet du jour. Si tu me connais un petit peu, si tu écoutes les podcasts depuis quelques temps, tu dois peut-être savoir que j'ai une passion dans la vie, enfin plusieurs, mais j'en ai une notamment qui me suit depuis mon plus jeune âge, c'est la danse. Et c'est vrai que j'avais envie, quand j'étais plus jeune, d'en faire une profession, que ça fasse vraiment partie intégrante de ma vie personnelle, professionnelle. Mais pour X et Y raisons, ce n'a pas été le cas. Ça a été longtemps un regret et en même temps pas forcément, parce que je n'aime pas forcément avoir des regrets. Mais disons que ça a été un petit manque qui se rappelle à l'ordre en fait à chaque fois que je vais voir un spectacle de danse, une comédie musicale, bref, que je vois des danseurs sur scène. Je ressors toujours de ces moments-là très joyeuse et enthousiasme par la qualité du spectacle, mais toujours aussi avec de la nostalgie dans le cœur parce que j'aurais bien aimé être à leur place. Et il s'avère que donc j'ai fait très très longtemps de la danse et il y a quelques années j'ai arrêté
Et puis en arrivant en Bretagne, le hasard a fait que j'ai retrouvé une école de danse vraiment juste à côté de chez moi. C'est aussi dans cette école-là que je propose des cours de yoga également la semaine. Et donc du coup, j'ai retrouvé les cours de danse avec une professeure et une équipe super, super d'ailleurs, hein, comme quand j'étais étudiante, hein, le même dynamisme, la même ambiance, à l'exception que maintenant je suis la deuxième plus âgée, hein, du groupe, après la prof. Alors qu'avant j'étais, je pense, dans l'une des plus jeunes. Mais voilà, très très contente. Et en fait, cette année, donc j'ai repris la danse l'année dernière, après plusieurs années d'arrêt. Et cette année, malheureusement, je n'ai pas pu reprendre tous les cours que j'avais repris l'année dernière parce que justement, je donne des cours de yoga qui tombent en même temps. Donc voilà, c'était un petit regret de l'année, mais tant pis. Et puis, il s'avère que par hasard ou pas, eh bien, justement, cette école de danse a plusieurs troupes de danseurs, dont une qui, euh, qui joue en fait sur scène, hein, qui fait des scènes. Euh, et il s'avère qu'il y a une des danseuses qui quitte la troupe et ils ont pensé, enfin les filles ont pensé à moi pour la remplacer en tant que titulaire. Et je dois avouer que lorsque ma prof m'a fait la proposition, eh bien j'étais très surprise, forcément beaucoup de remises en question, en me disant mais ouais mais enfin, moi je suis pas danseuse quoi, enfin je suis pas une pro. En même temps très flattée, donc là c'est l'ego qui parle et puis la petite fille Alexandra a été juste émerveillée en fait de pouvoir réaliser son rêve sans forcément avoir pris les chemins de la carrière professionnelle. Et, euh, et voilà, donc souvent cet après-midi, voilà, je reviens de ces répétitions de danse et d'ailleurs je profite de cet épisode. Je ne sais pas si l'une des filles de la troupe écoute ce podcast, mais si c'est le cas, eh bien je tenais à remercier l'équipe d'avoir pensé à moi pour leur confiance, euh, mais également pour leur patience, parce qu'il s'avère que je n'ai plus les mêmes neurones qu'avant et que la mémoire me fait défaut parfois. Disons que j'ai plus de mal à mémoriser aussi rapidement. Il me faut plus de temps d'intégration, alors qu'avant, la mémoire corporelle, justement, arrivait plus rapidement. Maintenant, il me faut un peu plus de temps. Donc merci d'avance pour votre patience et merci beaucoup pour votre confiance et je suis très contente de rejoindre l'équipe et j'espère pouvoir à la fois m'éclater moi toute seule, m'éclater avec vous et bien sûr ne pas décevoir le reste de la troupe. Tout ça pour dire, l'idée c'était que cet aparté ne serve pas qu'à raconter ma vie, mais en fait pour que ce soit peut-être l'illustration d'un phénomène qui est d'arrêter forcément de chercher les choses et aussi de ne pas avoir de regrets parce que finalement il y a des choses qui arrivent dans la vie et en fait on s'y attend pas. Et ça arrive comme ça, comme un cheveu sous la soupe et tout prend sens. Et cette expérience-là, jamais je n'aurais imaginé un jour pouvoir monter sur scène alors que je n'avais pas fait, que je n'avais pas emprunté les chemins de la carrière professionnelle d'une danseuse. Donc là, je ne dis pas que je suis en train de me représenter sur la scène du Roi Lion, hein, mais néanmoins, c'est un spectacle qui tourne dans le Grand Ouest et qui va faire de plus en plus de dates. Et voilà, pour moi, c'est déjà énorme le fait même de monter sur scène et de pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc voilà, en fait, juste pour vous dire aussi que quel que soit vos rêves d'enfant, vos rêves de maintenant, vos projets peut-être que vous pensez avoir mis au placard parce que c'est trop tard, parce que c'est impossible, eh bien pas forcément. Donc je ne dis pas qu'il faut forcément toujours garder espoir en disant parce que l'espoir c'est fatigant, il faut peut-être juste dire on passe à autre chose, mais peut-être que ça va se recroiser en fait, peut-être que ça va revenir à vous d'une certaine forme. Mais je pense qu'il y a plein de choses dans la vie comme ça qui ne se contrôlent pas, qui ne se prédisent pas, et pourtant, si elles doivent arriver, comme on dit, elles arrivent. Et qu'il faut savoir peut-être être ouverte aux opportunités parfois, et aller un petit peu au-delà de ses craintes également, hein, parce que je ne dis pas que là je suis sans crainte, hein, mais l'excitation, disons, est plus importante que la crainte derrière. Voilà.
Donc petit aparté personnel pour vous montrer que les choses qui doivent arriver arrivent et qu'il ne faut pas s'attacher en fait à ce qui ne s'est pas produit. Parce que ça se produira peut-être à un moment donné, si ça doit se produire. Voilà. Après cette longue introduction, je vais enfin arriver au sujet du jour. Je ne sais pas encore si cet épisode sera diffusé, donc à l'heure à laquelle je l'enregistre, sera diffusé sur le podcast Une graine germe qui parle des transitions écologiques, économiques et sociales. Voilà, je mettrai le lien de la description du podcast, de l'émission dans le podcast, si ça t'intéresse. Ou si il sera diffusé sur le podcast Éclosion, parce que finalement, en fait, les deux sujets peuvent être... ce sujet-là, pardon, peut être traité par les deux émissions. Peut-être que finalement, je mettrai l'épisode sur les deux émissions. Je ne sais pas encore, on verra bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de minimalisme numérique. Mais avant, je vais juste prendre une petite gorgée d'infusion. D'ailleurs, je te laisse aussi t'hydrater si tu as besoin. Alors aujourd'hui, dans ma tasse d'infusion, j'ai de l'hibiscus avec des fruits rouges séchés. Et j'y ai mis également... qu'est-ce que j'y ai mis dedans ? Du cassis et de l'ortie piquante. Voilà. Le cassis pour toute la partie un petit peu articulation et l'ortie piquante pour la partie reminéralisation. Voilà mon petit remède du jour après avoir pris mon eucalyptus ce matin également avec mon propolis. Le minimalisme numérique. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Je vais essayer justement d'en parler aujourd'hui. Je reprends mes petites notes, donc c'est un épisode un petit peu à la well again, comme on dit, mais j'ai quand même mis quelques petits points que j'aimerais aborder. Plusieurs choses que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. Tout d'abord, la problématique avec les réseaux sociaux. Ensuite, j'aimerais peut-être présenter ce que moi j'entends par simplicité, minimalisme numérique. Ensuite, je parlerai des peurs éventuelles derrière et qui se cachent derrière le fait de simplifier, de vouloir peut-être simplifier le numérique et du coup, ces peurs qui peut-être nous empêchent de passer à l'action, qui nous empêchent de tendre vers plus de simplicité en ce qui concerne les outils du numérique. Et enfin, je terminerai par du concret et par te partager ce que moi j'ai décidé là maintenant de faire pour tendre vers un numérique un peu plus minimaliste. Pour remettre un petit peu de contexte, disons que ça fait déjà un moment que je me pose la question et sur comment je peux simplifier ma vie, comme tu le sais, puisque mon mot de l'année c'est douceur. Et pour avoir une vie plus douce, pour moi, c'est important que ça passe par simplifier les choses. Simplifier mes projets, simplifier mes relations, simplifier mes pensées, simplifier mes process. Et forcément, simplifier en fait toutes les choses que j'utilise dans mon quotidien et qui peuvent venir m'encombrer l'espace, m'encombrer l'esprit également. Pouvoir peut-être même me rendre prisonnière d'une certaine manière de certaines choses dans la vie. Et c'est vrai que la relation que beaucoup de personnes, et je m'y inclus, on peut entretenir avec le numérique et notamment le téléphone, l'ordinateur et toutes les applications que ça engendre, franchement, cette relation-là, elle est de plus en plus malsaine à mon sens. Et j'avais envie vraiment cette année de travailler sur ça, donc j'avais déjà commencé un peu l'année dernière en changeant un peu l'utilisation de mon téléphone, comme je l'avais déjà partagé je pense depuis l'automne 2022, j'ai décidé je programme mon téléphone de manière à ce qu'il s'éteigne tous les soirs à 21h et qu'il ne se rallume qu'à partir de 7h du matin. Voilà, comme ça, quel que soit le moment, qu'il soit 21h15, 30, 22h, si jamais je me dis « Ah je vais aller voir si j'ai un mail », et non en fait, parce que mon téléphone, il est tout simplement éteint. Donc ça, c'était un premier pas. Et donc voilà, j'avais envie vraiment de tendre vers quelque chose de beaucoup plus... de me détacher en fait de cette relation avec le téléphone. Et puis, j'ai aussi l'année dernière quasiment... failli arrêter complètement par exemple Instagram. J'avais même fait un live pour annoncer ça. Finalement, je ne suis pas partie d'Instagram, comme tu peux le voir peut-être déjà, si tu me suis sur mon compte Instagram.
Mais j'ai totalement par contre fait évoluer ma relation avec Instagram. Ça veut dire que maintenant je n'ai absolument plus de calendrier de publication. Mon feed il est absolument pas cohérent esthétiquement, mais il reste cohérent à qui je suis en fait tout simplement et comment j'évolue. Donc moi la cohérence elle est là-dedans. Après peu importe que ça fonctionne pas, que je prenne des abonnés ou pas. Mais voilà, et je partage beaucoup plus en story parce que c'est beaucoup plus spontané. Donc c'est vrai que si tu as envie d'avoir du contenu de ma part spontané, ben c'est vrai que ça passe par mon compte Instagram en story, donc c'est disponible que 24 heures et c'est tout, point. Et tant pis en fait, moi je sais que je n'ai pas d'effort particulier, je sais qu'à la fin, au bout de 24 heures c'est effacé, et ben voilà, je m'en détache totalement, c'est juste que si je prends mon téléphone pour partager quelque chose en story, ben, c'est parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. C'est pas parce que c'était prévu. Et voilà, donc je fais beaucoup moins de posts sur mon feed d'actualité. Et puis quand je le fais, c'est parce que j'en ai envie, donc l'image, elle n'est pas forcément adaptée et je m'en fiche en fait. Il s'avère que de toute façon, c'est tellement compliqué de faire croître maintenant un compte sur Instagram que ce n'est même plus pour moi un but en tant que tel. Le principal, c'est que les personnes qui me suivent se reconnaissent dans ce que je peux partager, et passent un bon moment quand ils regardent mes stories, réagissent avec moi, que je les rencontre éventuellement. J'ai fait des belles rencontres sur Instagram et c'est pour ça aussi que je décide de pas clôturer mon compte et je le garde. Mais c'est juste en fait que j'ai fait évoluer ma relation avec Instagram et avec les réseaux sociaux de manière générale. C'est un peu comme l'alimentation en fait. Je me suis dit mais Alexandra, c'est pas parce qu'on a des problèmes avec l'alimentation qu'on doit arrêter de se nourrir. Ça ne règle pas forcément le souci en fait. Le souci c'est que c'est ce que tu entretiens, c'est la relation que tu as créée avec cette chose-là, que ce soit l'alimentation, que ce soit avec ton téléphone ou le réseau social. C'est trop compliqué, c'est trop facile et c'est un pansement que de se priver de quelque chose en fait. Parce que de se priver de quelque chose, c'est aussi de se priver par conséquent de ce que ça apporte de bénéfique, à savoir, moi comme j'ai dit, j'ai découvert des personnes via Instagram que je suis très contente d'avoir découverte. Et pour autant, comme j'ai fait évoluer ma relation avec Instagram, et derrière, en fait, je me suis aussi libérée beaucoup de temps et d'espace mental pour vivre des expériences, des vraies expériences en fait, qui m'ont permis de découvrir d'autres personnes en physique également autour de moi. Et donc j'arrive maintenant, en tout cas je parviens davantage à intégrer les deux dans ma vie, le virtuel et le réel. Et il y a moins l'un qui prend sur l'autre. Bref, tout ça pour dire que j'avais commencé déjà à travailler sur ça l'année dernière parce que le minimalisme numérique, c'est déjà un sujet qui me suit depuis quelques temps, et je dois avouer aussi que j'apprécie énormément les contenus de Florie Taylor qui tient le podcast Les Bulles Nomades, qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube Florie Taylor. Elle parle beaucoup d'alignement de vie, de mission, et c'est une auteure, et une créatrice. Et elle parle beaucoup d'alignement, de minimalisme également, dans tout, et notamment de minimalisme numérique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la suivre et l'écouter parce qu'elle est très inspirante. Et en fait, beaucoup de choses qu'elle dit me font écho. Ça fait partie des contenus qui, des fois, m'aident à passer à l'acte également. Parce que, la voyant faire, je me dis que c'est possible. Et je me dis que moi, en partageant aussi ce que moi j'ai mis en place, peut-être que vous allez aussi continuer à faire germer cette graine que je vous mets dans la tête, et que peut-être que vous allez pouvoir aussi passer à l'acte de votre manière à vous, pas forcément de ma manière, mais de la vôtre. Voilà, je pense que je suis extrêmement douée pour faire des introductions à rallonge, mais je sais pas si je suis douée pour garder des auditeurs et auditrices longtemps sur un épisode de podcast. Vous me direz si vous êtes allé jusqu'au bout. Du coup, tout d'abord, je vais peut-être... J'en ai déjà un petit peu parlé, mais peut-être évoquer le problème en tout cas les problèmes en fait que moi je perçois avec notamment la boulimie informationnelle au travers des réseaux sociaux. Et je vais donc vraiment parler du côté réseaux sociaux. Tout d'abord, je pense que l'un des problèmes dont on a conscience maintenant, c'est qu'il y a une réelle manipulation en fait de l'information au travers des réseaux sociaux. On manipule en fait, c'est-à-dire que déjà les algorithmes nous manipulent. Les algorithmes manipulent les créateurs de contenu, comme moi, comme peut-être toi également, parce que ils nous obligent à créer certains types de contenus si on souhaite être vu
par nos abonnés et être découvert par de nouveaux abonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je poste quelque chose sur mon compte, si ça ne répond pas aux critères de l'algorithme du moment du réseau social, autant dire que vous n'allez même pas même si vous êtes abonné à mon compte, il y a très peu de chances que vous voyez en fait ma publication. Et que derrière l'effet boule de neige, c'est que si ma publication n'est pas vue, dans ce cas, Instagram va se dire en fait ça sert à rien, le post il est nul en fait, il ne marche pas, donc du coup on le met encore moins en avant. Donc en fait, c'est vraiment le chat qui se mord la queue, c'est le cercle complètement vicieux. Et tout ça, en fait, on est complètement manipulé par un algorithme, tout simplement. Et en fait, du coup, par conséquent, toi tu es, et moi je suis en tant que éventuellement consommatrice d'Instagram et pas créatrice, aussi manipulée parce qu'en fait, je m'abonne à un compte et derrière, je ne suis même pas au courant de ce que ce compte-là a pu poster parce que l'algorithme, encore une fois, manipule. Donc je trouve ça assez dommage et à côté de ça, on se retrouve avec des fils d'actualité remplis de comptes sponsorisés parce que bien entendu, Instagram par contre va mettre en avant tous les posts qui ont payé pour être mis en avant. C'est leur business model, faut le comprendre. Faut le comprendre, je le comprends. Maintenant, je ne le plus sois pas. Et ça fait partie aussi des réflexions que j'ai eues pour arrêter en fait arrêter mon compte Instagram. C'est qu'en fait, au-delà de l'effet que ça avait sur moi, c'est que derrière, j'ai une dissonance cognitive. C'est-à-dire que je ne suis pas en accord avec les valeurs de l'entreprise Facebook, Instagram. Mais c'est vrai que finalement je contribue à les faire vivre. Alors je ne paye rien, c'est-à-dire que je ne paye pas de pub ni rien, mais quand même, je fais partie des personnes abonnées ayant un compte. Donc au final, indirectement, j'ai même envie de dire directement, je participe tout de même. Alors peut-être indirectement parce que je n'achète pas sur Instagram et je ne sponsorise pas mes posts, mais je fais quand même partie de la communauté. J'ai un compte, toi comme moi, peut-être t'en as également un, hein, même particulier, et du coup on fait partie de la bande quand même. Ensuite, forcément pour moi, les réseaux sociaux, ça implique derrière aussi une perte de temps et une perte d'énergie parce que le but des réseaux sociaux, c'est de nous faire garder en fait sur la plateforme. Et en fait, combien de fois on scrolle et on passe beaucoup plus de temps qu'on l'avait imaginé, qu'on l'avait même prévu. Et c'est un vrai piège. C'est très très bien fait, hein, mais c'est un vrai piège. Et dans un monde où on se plaint qu'on n'a jamais assez de temps et qu'on est toujours fatigué, en fait, parfois il faut se regarder le nombril. Il faut analyser un peu nos temps passés à différentes choses et généralement le temps que l'on passe sur les objets numériques, que ce soit les réseaux sociaux, sur les téléphones ou sur l'ordinateur, mais bien d'autres choses, on voit que on a quand même beaucoup de temps. Faut vraiment se l'avouer, on a du temps. Après, on décide de l'utiliser d'une certaine manière, mais on a du temps. En tout cas, on a tous le même temps. Et aussi, en fait, ce qu'il y a sur Instagram, et c'est prôné par les contenus assez courts. Alors maintenant, effectivement, par exemple, les réels sont un peu plus longs, mais il faut savoir quand même qu'il y a quand même énormément de contenus et ça participe à ce que j'appelle moi la boulimie informationnelle. Et en fait, on est submergé par un tas d'informations, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, on est complètement perdu. Et en fait, c'est ça aussi pour moi, vivre avec plus de douceur, c'est simplifier sa vie, mais c'est simplifier aussi les choses que l'on apprend, les choses auxquelles on est confronté, que ce soit de l'information ou de la désinformation. Et en fait, ce type de réseaux sociaux et les outils numériques de manière générale, en fait, participent à nourrir cette boulimie informationnelle. Ça nous remplit, en fait, ça nous gave, hein, comme on pourrait le faire avec l'alimentation, mais derrière, en fait, ça ne nourrit pas. Ce n'est pas digeste, on ne prend pas le temps d'assimiler la chose. En fait, pour moi, l'information, c'est exactement comme un processus de digestion. C'est qu'on intègre ce qui nous fait plaisir et ce qui nous nourrit. Ensuite, on prend le temps de bien intégrer, comme on pourrait prendre le temps de bien mastiquer. Ensuite, il faut du temps aussi à la digestion de l'information pour pouvoir bien l'assimiler. Et ensuite, s'en faire sa propre idée, se l'approprier. Pour en faire de l'énergie derrière, si on fait le parallèle avec l'alimentation. Et forcément, devant un buffet dans un restaurant chinois par exemple, je prends ça parce que c'est souvent ce qu'on voit, en fait on se gave. Est-ce qu'on se nourrit vraiment ? Non. Je ne mets pas en cause des restaurants chinois, c'est juste que dans mon imaginaire, en fait, souvent les buffets, je les ai eus dans les restaurants chinois ou dans les hôtels, par exemple. Et en fait, tout simplement, le cumul de tout ça, pour moi, participe à une élévation de la charge mentale. En tout cas, ça participe à ma charge mentale à moi.
Et je pense que ce petit tableau concerne à la fois les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux que les utilisateurs également. Je ne sais pas si ce petit descriptif du côté sombre des réseaux sociaux et au travers du numérique te parle. Si tu as des choses à rajouter sur le sujet, eh bien n'hésite pas à me les partager en me contactant directement par email, pas par Instagram, plutôt par email. Ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que je passe moins de temps sur Instagram que mes emails derrière. Au moins, je suis sûre de les voir une fois par semaine. Et je pourrais prendre le temps de t'apporter une réponse plus personnalisée également. Ensuite, on parle de simplicité, enfin je parle de simplicité, de minimalisme numérique, donc j'ai envie de te partager un peu ce que moi j'entends par ce terme-là. Pour moi, le minimalisme numérique, c'est choisir consciemment l'information. C'est choisir consciemment et non pas choisir parce que l'on est guidé par un algorithme qui nous suggère des choses. Qui nous suggère des choses parce que c'est tendance, qui nous suggère des choses parce que c'est sponsorisé. Mais vraiment parce qu'en fait on a pris vraiment le temps de venir chercher l'information. Et forcément, ça prend du temps. Et comme du temps, on a tous le même temps et qu'il est limité, quand on prend le temps de faire quelque chose, derrière, on fait moins en quantité. Moins, mais mieux. Donc, pour moi, le minimalisme numérique, c'est choisir consciemment l'information que l'on souhaite intégrer et ingérer, ensuite digérer et assimiler. C'est tout simplement également une manière de ne plus être manipulé par tous ces algorithmes et toutes les personnes derrière en fait, ces applications-là, qui gèrent des choses en fait dont on n'a même pas conscience, qui sont d'ailleurs des très 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 bons marketeurs. Il faut savoir que le marketing, c'est la science du cerveau. Les gens qui sont très bons dans le marketing, en fait, ils sont bons parce qu'ils savent très très bien comment on fonctionne mentalement et qu'ils savent où toucher et quoi toucher. Donc forcément, mieux choisir, c'est aussi être moins manipulé derrière. Et donc forcément, c'est simplifier là où je souhaite prendre de l'information et là où je décide également de mettre une information à disposition. Donc moi, en tant que créatrice, par exemple, de contenu, minimalisme numérique, c'est de me dire que je vais mettre mon effort, par exemple, davantage à réaliser des épisodes de podcast comme celui-ci, peut-être davantage à réaliser des articles sur mon site internet, un site qui m'appartient, dont l'algorithme est beaucoup moins caché, disons. Il y a quand même l'algorithme de Google, ce qu'on appelle le référencement, le SEO, mais ça marche pas exactement de la même manière que les réseaux sociaux. Le podcast, c'est pareil, mais c'est plutôt un média, c'est pas un réseau social, et je suis donc maîtresse de mon contenu et de comment en fait je peux le mettre à disposition. Il n'y a vraiment pas le même type d'algorithme derrière qui manipule en fait le contenu. Et du coup, c'est aussi prendre le temps en fait de créer ces contenus et de les mettre à disposition. Ce n'est pas créer du contenu rapide avec peu de valeur ajoutée qui est demandé en fait sur les réseaux sociaux parce que pour que ça fonctionne, il faut poster X fois par semaine. Forcément, quand tu postes X fois par semaine, t'as pas le temps dédié en fait à créer de la qualité. C'est tu régurgites quelque chose que tu ne prends même pas toi le temps de digérer, d'assimiler, de réintégrer, de retransformer à ta propre sauce en fait. Et donc ta valeur ajoutée. Voilà, donc pour moi le minimalisme numérique, c'est à la fois décider de là où on choisit l'information, mais c'est aussi simplifier les canaux de communication où je prends l'information et également là où je décide de mettre à disposition l'information que je crée. Finalement, c'est moins mais mieux. C'est parler moins mais parler mieux. C'est en savoir peut-être moins et l'accepter, mais approfondir le sujet et donc savoir mieux. Qui a dit que plus on savait,
plus on était des personnes intelligentes, dignes de ce nom et méritant de rester, de vivre sur Terre. Non, en fait. Encore une fois, on est dans une ère où on parle de moins consommer, mais on parle de moins consommer de tout. Et il y a tellement de choses que l'on peut apprendre au-delà du numérique, qu'on peut prendre le temps d'approfondir et d'expérimenter, au-delà de lire 25 livres par mois, parce que là je parle du numérique, mais c'est pareil avec les livres, les magazines. Enfin, il y a tellement de canaux de communication qu'on se retrouve sous une pile d'informations incroyables, mais aussi une pile de sujets qu'on aborde, qu'on n'approfondit pas forcément, que derrière on régurgite sans avoir toutes les clés de compréhension qui sont déformées. Enfin bref, c'est fatigant. Donc, donc voilà, ce que j'entends par simplicité numérique, finalement, c'est aussi tout simplement simplifier son information, parler moins mais parler mieux, et en savoir moins mais en savoir mieux peut-être. Voilà. Je vais faire une petite pause boisson. Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. Troisièmement, je voulais parler des peurs qui peuvent se cacher derrière le fait de vouloir simplifier ces outils numériques. C'est important pour moi de les partager parce que c'est des peurs que moi j'ai. Je sais que je ne suis pas la seule à les avoir et qui nous freinent en fait derrière la volonté de vouloir simplifier. Donc au bout d'un moment, ces peurs-là, il faut les mettre en avant, il faut en avoir conscience et de se dire lesquelles je peux soulever, de quelle manière pour pouvoir passer à l'action. Déjà, il y a la peur du FOMO. Je ne sais pas si tu connais, c'est l'acronyme de The Fear of Missing Out. C'est en fait tout simplement la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de manquer quelque chose. Donc ça s'applique à tout. C'est la peur de passer à côté d'un événement incroyable. C'est la peur de manquer l'information du siècle qui pourrait révolutionner ma vie ou qui pourrait me permettre d'être plus intelligente aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est la peur de passer à côté d'un projet de vie. Typiquement, de danser par exemple. Mais finalement, ça peut revenir plus tard. C'est la peur de passer à côté d'une opportunité, d'une relation. Et en fait, les outils numériques, notamment les réseaux sociaux et la boulimie informationnelle, répondent tout simplement à cette peur. Et c'est une peur qui est humaine et qui a été beaucoup développée en fait, parce que plus on est confronté à un nombre d'informations incroyables, plus cette peur-là augmente. C'est vraiment encore une fois le chat qui se mord la queue. Donc au bout d'un moment, cette peur-là, il faut la mettre de côté. Et je dis bien il faut en fait, parce que alors vous allez me dire, tu vas me dire, mais comment on fait pour mettre cette peur de côté? Bah je sais pas, moi ce que je me dis c'est que ok, si j'ai peur de passer à côté de l'appel, d'un appel par exemple, parce que je te dirai après comment je fais avec mon téléphone par exemple. Bah en fait je me dis que si jamais c'est vraiment urgent, la personne elle appelle plusieurs fois et finalement quel est vraiment le risque de passer à côté d'un appel? Le plus gros risque c'est que par exemple une personne de ma famille ou une personne qui m'est chère, qui n'est pas forcément de la famille d'ailleurs, par exemple meurt ou un accident. Malheureusement à ce stade-là, que l'appel je le manque, que je le regarde, que je regarde mes appels dans une heure, dans un jour, même dans un jour, en fait malheureusement ça ne change pas la donne. Dans un cas d'urgence médicale comme ça, c'est pas un proche que les gens appellent, c'est un médecin en fait. Quand la personne est décédée, malheureusement, on ne peut plus rien faire, que ce soit dans les 2 minutes comme dans les 24 heures.
Donc là, j'ai pris un cas extrême parce que je pense qu'en même temps, de partir des cas extrêmes, ça permet de beaucoup relativiser les autres cas. Vous manquez un appel, enfin tu manques un appel pour une opportunité de job, par exemple. Si la personne qui veut t'embaucher, veut vraiment t'embaucher, elle te laisse un message, hein, t'inquiète pas. Si c'est pas le cas, c'est qu'elle n'avait pas vraiment envie de t'embaucher. Hein. C'était plutôt une opportuniste, cette personne-là. Si tu as peur de passer à côté d'une information importante de type Covid, voilà, et tu dois rester chez toi, bah en fait, clairement, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont pas d'informations, moi la première, hein, j'ai pas la télé, hein, je regarde pas le journal tous les jours, hein, loin de là, je regarde pas les informations d'ailleurs, bah j'ai quand même été au courant, hein. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je sois au courant que fallait que je reste chez moi avec un masque, hein. Donc encore une fois, en fait, moi je me dis que les choses qui doivent se savoir, je les saurais, importantes, et que les autres, c'est que c'était pas important. Donc ça me fait un filtre. Donc voilà un petit peu comment je gère en fait avec ce fameux FOMO. Une autre peur qui peut être plus, qui peut peut-être plus concerner justement les personnes, les professionnels qui utilisent les réseaux et le numérique comme outil en fait dans leur entreprise et donc comme outil potentiellement de visibilité et de rentabilité également, bah, c'est justement de peut-être perdre en notoriété. Moi je sais que quand je me suis posé la question est-ce que j'arrête Instagram ou pas, forcément je me suis dit ouais mais si j'arrête Instagram, ça veut dire que comment je vais faire pour communiquer mes podcasts, comment je vais faire pour communiquer mes agendas de consultation, comment je vais faire pour communiquer mon livre, comment je vais faire pour tout ça en fait. Et je vais perdre des abonnés, et du coup je vais perdre des potentiels clients aussi, et bah en fait, oui, c'est vrai, c'est une crainte. D'ailleurs, j'avais partagé également un jour, c'est que Jus fait des pubs sur Facebook pour mettre en avant mon livre, Plus jamais malade. Forcément, ces pubs-là, oui, elles m'ont permise de vendre mon livre à des personnes qui peut-être ne m'auraient jamais connue sans la pub. Mais ça encore que je ne sais pas. Peut-être qu'elle m'aurait connue un peu plus tard d'une manière différente. Mais il s'avère que oui, j'ai vendu quand même mon livre à des personnes via ce canal de publicité sur Facebook. Sauf qu'en fait, après avoir regardé le reportage derrière nos écrans de fumée, que je t'invite grandement à regarder s'il est encore disponible sur Netflix, #outil numérique, eh bien, je ne pouvais plus en fait. Ça faisait partie des choses. Autant arrêter Instagram complètement, ça me paraît, j'ai pas forcément encore envie, parce que je t'ai expliqué que ça m'apporte aussi des choses en termes de relations. Mais autant dépenser mon argent et en plus le donner directement à Facebook, non en fait, ça je pouvais plus. Et qui plus est, quand j'ai fait mon analyse économique, certes, je vendais mon livre, mais avec tout ce que je payais comme pub, au final, j'étais pas du tout rentable. Donc en fait, je me suis dit, moins mais mieux, Alexandra. Sois alignée avec tes valeurs, arrête de donner cet argent à une entreprise dont tu ne partages absolument pas les valeurs. Déjà que tu es présente en tant qu'abonné en ayant un compte, c'est déjà pas mal, mais ne donne pas en plus de l'argent. Et tu vendras certainement moins, mais peut-être que tu vendras mieux. Et en fait, oui. C'est-à-dire que oui, bien entendu, mathématiquement, je vends beaucoup, beaucoup moins de livres depuis que je ne fais plus de pub sur Facebook. Par contre, j'en vends encore, et non seulement je me fais un petit peu plus de bénéfices dessus, pas grand-chose parce que j'ai quand même pas mal de frais derrière, d'impression, d'envoi, etc. Et que j'ai pas, déjà qu'il n'est pas non plus complète, enfin il n'est pas donné, hein. Mon livre aujourd'hui il est à 30 € ou 35 en envoi et 25 en e-book, parce que derrière en fait j'ai des coûts d'impression assez importants parce que c'est un livre qui est auto-édité, donc je l'imprime en petite quantité, donc ça coûte assez cher en papier recyclé, etc. Donc je fais très 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 peu de marge, mais j'en faisais encore moins en fait avec les pubs. Donc là, effectivement, j'en vends beaucoup moins, mais les personnes qui l'achètent, c'est des personnes qui l'achètent parce qu'elles me connaissent vraiment, elles me connaissent pas forcément par une pub comme ça, opportuniste. Et derrière aussi, quand elles me l'achètent, moi, j'ai un peu plus d'argent aussi qui me reste derrière. Moins, mais mieux. Oui, cette perte de notoriété, elle est existante, mais derrière, je me dis que de toute façon, par exemple, si je prends le cas d'Instagram, encore une fois, créer des contenus derrière qui ne seront jamais finalement découverts
parce que ça plaît pas à l'algorithme, finalement, moi, ça me fait perdre du temps. Et perdre du temps sur ça, et c'est perdre du temps sur autre chose également, qui aura plus de valeur ajoutée dans mon entreprise, qui pourra peut-être me permettre d'en vivre également. Je pense que cette peur-là également, pour moi, elle est levée, de me concernant. Partir des réseaux sociaux aussi, par exemple, ou être moins attachée à ces outils numériques, c'est aussi la crainte de se retrouver toute seule. La solitude. Ouais, mais si je quitte toute cette communauté qui m'apporte tellement de soutien tous les jours, et c'est vrai, merci d'ailleurs. Mais en fait, il faut aussi revenir à la vraie vie. Je veux dire que déjà, faut revenir sur Terre, et encore une fois, sortir son regard de son petit nombril, c'est pas parce qu'Alexandra Portail part d'Instagram ou de je ne sais quelle autre plateforme que le monde va s'écrouler. Hein. Les abonnés de sa communauté vont continuer à vivre. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis peut-être que derrière, la personne qui n'est plus sur Instagram va développer d'autres types de relations. Donc je pense que la solitude, en fait, c'est une fausse excuse. On peut être très très seul derrière aussi un écran numérique. Et d'ailleurs, il s'avère, et des études l'ont montré, que on se sent de plus en plus seul malgré la croissance des réseaux sociaux. C'est dire. Donc là, je pense que c'est encore une peur que j'ai soulevée en fait. Et enfin, c'est peut-être aussi parce que derrière, par exemple, la peur d'être moins sur les outils numériques, par exemple la télé, les informations, c'est peut-être la peur d'être vue comme une personne inculque qui en sait moins que les autres, qui est passée justement à côté d'une information. Ça rejoint un petit peu le FOMO. Ouais, mais du coup, comment je vais faire à table quand ils vont parler de, je sais pas moi, la guerre en Ukraine, et moi j'en sais rien, je sais juste qu'il y a la guerre, mais pas plus que ça. Ouais, c'est vrai. Alexandra, tu te tais et t'écoutes en fait. Tu prends ce temps-là pour écouter les personnes qui ont des informations en leur possession, qui ont pris le temps ou non de les digérer, les assimiler, les intégrer. Et tu te nourris de l'information de Jacqueline, de Robert et d'Henri, et puis justement, après tu creuses ce qui te paraît un petit peu bizarre, et puis tu te fais ta propre opinion si tu en as envie. Et puis si jamais tu n'en as pas envie et que tu passes à côté de ça, des guerres géopolitiques, je ne sais quoi, c'est du temps que tu préserves pour creuser peut-être un autre sujet sur lequel tu seras peut-être plus experte qu'une autre personne. Comme je dis, on n'est jamais expert, mais on est toujours l'expert de quelqu'un d'autre. Et cette phrase-là, moi, elle m'accompagne aussi quand je me dis « Ouais, mais du coup, je suis une inculte, que je sais rien ». En fait, je me dis toujours « Je sais rien ». La seule chose que je sais, c'est que plus je sais que je ne sais rien. Je recommence. La seule chose que je sais, c'est que plus je sais, plus je sais que je ne sais rien. Et la deuxième chose, c'est que, quoi qu'il arrive, je serai toujours l'experte de quelqu'un. Je pense que j'en saurai toujours plus que mon neveu à l'instant T sur les enjeux climatiques et les limites planétaires, par exemple. Ça l'intéresse? Peut-être pas. Mais je sais que j'en sais plus que lui si je veux vraiment rassurer mon ego. Donc clairement, cette peur-là, également d'être vue comme une personne inculte, on peut la mettre à la poubelle. Pour terminer cet épisode qui dure, je crois, très très longtemps, comme d'habitude, quand je suis toute seule, en fait, c'est toujours aussi long, je prends quand même une tasse de tisane. Boire régulièrement par petites gorgées, la meilleure hydratation. Comme ça, je vous divulgue des petites informations naturelles, comme on dit. Je vais terminer par concrètement. Qu'est-ce que je décide de faire là et maintenant en ce 4 mars 2023 ? Vous allez me dire, mais oh là là, la feignante, elle a enregistré l'épisode le 4 mars et elle nous le diffuse qu'en avril. Ben oui, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le diffuser, mais je sais que ce ne sera pas en mois de mars parce que mon planning du mois de mars de podcast est déjà bouclé. Donc oui, ce sera en avril, certainement en avril, mais le principal c'est qu'il soit là, non ? Concernant Instagram, j'ai décidé, comme je l'ai dit, de ne pas quitter Instagram et d'ailleurs j'ai décidé de rester comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai déjà bien fait évoluer ma relation avec Instagram l'année dernière et aujourd'hui c'est quelque chose qui me convient. Je me suis beaucoup posé la question il y a ne serait-ce que un mois en me disant je vais vraiment quitter Instagram et en fait non, je me suis dit non, pour l'instant, moi j'aime bien partager en story les choses. Et voilà, en fait, c'est juste que je n'attends à rien. Aucune attente d'Instagram. Je n'attends pas de vendre, je n'attends pas d'avoir des messages d'amour
Comme j'attends pas d'avoir des messages de haine non plus. Si j'en ai, tant mieux, et je suis très ravie quand j'ai des retours de podcasts ou des choses comme ça, et voilà, mais je n'attends pas. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'invite des personnes à soit laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de podcast ou directement en fait sur mon site internet, sur la page du podcast, ou encore en m'envoyant directement un email en fait. Comme ça au moins c'est plus simple pour moi d'en prendre connaissance, mais moi je n'attends rien d'Instagram et ni des algorithmes qui changent tous les 4 matins, comme pour Facebook d'ailleurs. Voilà. Et je dis souvent que la déception arrive quand les attentes sont supérieures aux résultats. Et comme on ne peut pas prédire les résultats, on ne peut jouer que sur les attentes pour pouvoir jouer sur la déception. Donc en diminuant nos attentes, on va nécessairement diminuer notre risque de déception derrière. Je n'attends pas d'être promu meilleur compte sur Instagram, donc je risque pas d'être déçue de ne pas l'être, tout simplement. Et ça marche sur tous les pans de ma vie. Donc Facebook, c'est pareil. Concernant le podcast, le minimalisme numérique, parce que j'ai beaucoup parlé de réseaux sociaux, mais en fait je parle aussi du numérique de manière générale. Concernant le podcast, le minimalisme numérique pour moi, c'est également de produire des épisodes un peu différemment, c'est-à-dire que je pense en produire par exemple un par mois où je suis toute seule. Et puis ensuite, j'ai décidé de partir sur un rythme où, c'est déjà le cas d'ailleurs si tu l'as remarqué, en tout cas sur Éclosion, où je partage un épisode inédit une semaine, et en alternance, l'autre semaine, je partage un épisode qui est un best-of, c'est-à-dire que je reprends un épisode coup de cœur qui peut être aussi assez long, qui remonte à très longtemps, et je sais que avec toute cette boulimie informationnelle, quand on découvre un compte, que ce soit un podcast ou une chaîne YouTube, des fois on a un peu la flemme de remonter le fil des épisodes, et là moi j'en ai plus de 200 en ligne. Ce que je fais, c'est que je fais un travail où je sélectionne un épisode et je retravaille l'épisode en choisissant quelques petits extraits coup de cœur de l'épisode, qui dure parfois 1 heure ou 1 heure et demie, et j'en fais un nouvel épisode en fait. Et ce nouvel épisode que j'appelle Best of, qui est un épisode beaucoup plus court, forcément, et en fait qui me permet de mettre en avant un vieil épisode. Et à l'écoute de ce best-of, si l'auditeur, l'auditrice a été conquis ou conquise par l'extrait, eh bien il y a le lien en fait d'écoute de l'épisode en entier dans la description, même s'il date d'il y a 2 ans. Il n'y a plus qu'à cliquer et hop, on se retrouve à écouter l'épisode originel en entier. Donc des fois c'est 45 minutes, des fois c'est 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures. Voilà. Donc c'est une manière pour moi aussi de remettre au goût du jour des épisodes plus anciens qui ont pourtant énormément de valeur ajoutée à mes yeux et à vos yeux, parce qu'ils ont été aussi bien appréciés, mais qu'aujourd'hui en fait ils sont malheureusement passés à l'oubliette parce que trop vieux en fait, et qu'on est trop vieux dans les fils d'actualité en fait. Donc moi je les remets en avant, ça me permet également de faire moins mais mieux. Voilà, ça demande un petit travail, moins qu'un épisode inédit, et puis pour moi c'est une manière aussi de remettre aussi en avant des invités qui méritent d'être écoutés et réécoutés parfois. Ensuite, j'ai décidé également, depuis un petit moment maintenant, mais je continue sur cette lancée et ça me va très bien, c'est de faire des lettres. Donc ce qu'on peut appeler des newsletters, mais moi j'appelle ça ma lettre naturelle et engagée, dans laquelle en fait je partage une pensée que je développe, tel un roman, parce qu'en fait je prends le temps d'écrire. En général, la conception de ma lettre, ça me prend à peu près 3 heures. Ouais, 3 à 4 heures avec la mise en page. Après la rédaction du gros corps du message, ça me prend plutôt environ 2 heures, que j'écris comme ça, brut de pomme, qui est vraiment ma pensée du moment. Et en fait, j'adore ce processus d'écriture, ça nourrit vraiment mon désir et mon envie d'écrire, qui est très complémentaire en fait avec mon travail sur le podcast, où il y a du script également parfois, mais surtout en fait de l'audio. Mais là, la lettre, j'adore pouvoir partager ce format-là. Et du coup, avant, j'envoyais une lettre, fut un temps toutes les semaines, après 2 fois par mois, et maintenant je fais ça qu'1 fois par mois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le fait d'en envoyer moins, ça me permettait de prendre plus le temps, parce que imagine 4 heures par semaine uniquement pour une lettre, autant dire aussi qui est complètement gratuite et qui, pour moi, une énième chose dans mon activité qui
qui ne permet pas de payer mes factures, bah forcément derrière c'est dire non à d'autres choses ou les faire avec moindre envie et qualité. Donc moins mais mieux. Donc une lettre par mois avec pour moi de la valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée. Qui me permettent également de mettre en avant tous les contenus du mois également, tous les épisodes de podcast, à savoir entre 4 à 8 maximum, parce que j'en fais 4, je fais un épisode par mois sur éclosion, et sur une graine germe, j'en fais environ 2 à 3 par mois, ça dépend. Donc en gros, j'ai entre 4 et 8 épisodes par mois qui sortent. Parfois aussi, j'ai une vidéo YouTube. J'ai peut-être aussi des articles de blog. Enfin voilà, il y a pas mal de contenu gratuit que je propose par mois. Donc dans cette lettre-là, je regroupe tout ça pour aussi mettre au courant les personnes qui seraient passées à côté de tout ce que j'ai pu créer. Et pour ne pas créer non plus pour rien. L'idée c'est que quand je crée, c'est pour assouvir mon besoin de création, mais c'est aussi mon besoin de partage, donc partager à des personnes, tant qu'à faire, et pas uniquement à des robots d'algorithmes, qui je pense s'en fichent et s'en contrefichent de ce que je partage. Donc voilà, dans cette lettre-là, je prends vraiment le temps de faire ça, et également j'aime bien faire des essais en cuisine, et dans le mois, quand j'ai fait un essai cuisine qui m'a plu, et bien voilà, je mets la recette également sur la lettre. Puis mes petites actualités du moment, si c'est par exemple le travail sur la Menorah Academy, si c'est je sais pas, un événement que j'ai fait, ou peu importe, une actualité quoi. Et des fois, et puis aussi j'ai une section coup de cœur, c'est-à-dire que moi aussi je me nourris d'autres personnes, podcasts, personnes sur YouTube, auteurs, des personnes que je rencontre dans la vie réelle, j'ai envie de dire, et du coup des coups de cœur que je partage également, pour aussi vous ouvrir à vous aussi le champ des possibles, et de vous partager moi ce qui me nourrit. C'est vraiment l'objet de la lettre, donc j'en fais finalement maintenant une par mois uniquement, et c'est très bien comme ça. Et j'ai l'impression que ça a été aussi très bien accueilli par mes lectrices actuelles, donc j'en suis très ravie, donc je garde ce rythme-là. Et pour moi, en fait, la lettre, pour tout vous avouer aussi, c'est un moyen pour moi de créer une communauté qui ne dépend pas des algorithmes, justement. Parce qu'à tout moment, sur Instagram, c'est bien beau des abonnés, mais Instagram ou Facebook, on peut décider de complètement clôturer un compte, et en fait, pour X ou Y raison, et en fait, on perd tout le monde. Donc si on ne prend pas derrière la peine de se créer une communauté qui nous est propre et fidèle, mais vous pouvez vous désengager à tout moment d'une lettre, il n'y a aucun souci, on peut se désinscrire gratuitement comme on s'est inscrit gratuitement. Et bien en fait derrière, c'est de se dire que tout le travail qui est fourni de création, de partage, eh bien il ne dépend pas d'un algorithme, encore une fois, qui peut du jour au lendemain non seulement en fait nous faire perdre tous nos lecteurs, nos lectrices, nos auditeurs, auditrices, nos spectateurs, spectatrices. Donc pour moi en fait c'est important cette année de travailler dans le moins mais mieux, et de me dire ce qui est très très important, c'est d'avoir vraiment le maximum de mon audience finalement, de ma communauté qui est inscrite à la lettre, juste pour en fait ne pas que ces personnes-là, que toi, ne soient pas dépendantes de fermeture de compte inopinée d'un réseau social. Donc si tu n'es pas encore inscrite à la lettre hygiène de vie naturelle et engagée, que j'envoie une fois par mois, uniquement une fois par mois, je te mets le lien pour t'y inscrire dans la description. L'inscription est totalement gratuite. Tu peux te désinscrire à tout moment sans aucune justification. Tu rejoins la communauté, et bien tu as accès également aux archives des précédentes lettres si tu as envie d'avoir un petit peu de lecture, et si tu veux voir aussi l'évolution de la lettre, parce que la lettre d'hygiène de vie a pas mal évolué aussi ces derniers temps. Avant, elle était très très axée naturaux, donc si tu remontes un petit peu, tu as beaucoup d'outils naturaux que je partage. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Ah non, si, je vais quand même terminer par mon téléphone. Je ferai un autre épisode un tout petit peu plus tard sur tout ce qui s'est passé sur ma remise en question de mon abonnement téléphonique, de mon opérateur. En fait, pour la faire courte, sur Une graine germe, j'ai interviewé la fondatrice de Télécope, qui est un opérateur vert de téléphonie mobile. Et elle nous a expliqué dans l'épisode, je pense que... Non, il ne sera pas encore sorti, je pense. Donc, si tu es intéressé par ça, tu peux t'abonner au podcast Une graine germe. Eh bien, elle nous partage les dessous des impacts écologiques de la téléphonie mobile, et également des opérateurs.
Et quand je suis sortie de l'épisode, je me suis dit, ah non, en fait, il faut vraiment que je change, j'ai vraiment envie. C'est un peu comme payer les Facebook, vous voyez, ça a été pour moi, j'avais eu l'information, je ne pouvais plus faire différemment. Enfin, je ne pouvais plus continuer à faire pareil, pardon. Donc j'ai changé, ce qui a eu des répercussions sur mes données mobiles et en fait qui était totalement en lien avec ma relation avec mon téléphone. Parce que j'en ai pas vraiment parlé, mais justement dans cette remise en question et de cette volonté de tendre vers un minimalisme numérique, c'est aussi me détacher de mon téléphone, par exemple, d'être moins dessus. Quand je sors dehors, ne pas me dire ah bah comme j'ai accès à internet, je vais en profiter pour répondre à des commentaires, je vais en profiter pour répondre à des mails qui n'étaient pas très urgents, mais là comme je marche, bah, je vais le faire. Je vais en profiter pour faire ça, je vais en profiter pour faire ça. Et en fait, c'est bête, mais ça enlève complètement du temps, de la qualité du temps que je voulais passer en pleine nature. Ça n'a plus de sens en fait. On devient vraiment très dépendant de nos outils numériques. Donc, j'ai changé mon opérateur, j'ai beaucoup moins de données mobiles, ce qui derrière implique que je n'ai plus, si je le sais, en tout cas je n'ai plus Internet à l'extérieur. J'ai Internet quand j'ai du Wi-Fi. Je ne vais pas rentrer dans le détail davantage. Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à rester abonné ou à t'abonner au podcast Éclosion et Une graine germe parce que, encore une fois, je ne sais pas si l'épisode dans lequel je vais expliquer cette transition d'opérateur et de tout ce que ça a impacté derrière, je ne sais pas encore sur quel podcast je vais le publier. Ça va commencer à être compliqué de choisir, mais je pense que ça va être une graine germe quand même. Tout ça pour dire que ça a changé. Ce qui a changé également, c'est que comme je disais en début d'épisode, ça commence à remonter, parce que je sais pas quelle heure il est, mais il commence à être tard. D'ailleurs, j'ai des invités qui arrivent dans 1 heure. Peut-être que j'aille me préparer. Qu'est-ce que je disais ? Oui, que j'avais du coup programmé des moments où mon téléphone s'éteignait automatiquement et se rallumait automatiquement. Je suis allée un poil plus loin cette année, c'est-à-dire que j'en ai marre en fait que mon temps soit coupé par des sonneries. Alors ça fait déjà très très longtemps que j'ai supprimé toutes mes notifications d'applications, à la fois auditives que les pastilles, affichage. Mais en fait, voilà, t'as un laboratoire qui t'appelle pour te vendre un produit, t'as un opérateur qui veut te faire changer de forfait, t'as Madame Michel qui t'appelle pour machin, etc., etc. En fait, on est sans cesse perturbé, coupé par des intrusions. Et j'appelle ça vraiment des intrusions. En fait, aujourd'hui, moi, ça m'énerve qu'on m'appelle. Parce que la personne qui m'appelle, c'est qu'elle a décidé de m'appeler en fait. Mais est-ce que moi j'ai le temps ? Est-ce que moi j'ai décidé ? Est-ce que je dois décider de lui répondre ? De lui consacrer le temps, ce temps-là ? En fait, non. Et alors ça peut paraître un peu brut de pomme comme ça pour une personne qui se veut super, qui aime le partage et dans l'humain. Mais en fait non, c'est juste partie des limites que je me mets en fait. C'est que au bout d'un moment en fait on passe son temps sinon à être au service d'eux et à la merci d'eux. Si je suis en train de travailler en fait sur la lettre par exemple, que tu vas être en train de lire toi, que tu vas prendre de ton temps pour lire, est-ce que c'est respectueux que j'arrête ce travail que je fais pour toi pour répondre à une sollicitation externe que je n'ai pas décidée et qui derrière en plus moi, c'est encore plus compliqué de me remettre dans ce que je faisais avant. Non en fait. J'ai décidé en fait il y a quelque temps de mettre mon téléphone sous silencieux. Mais il s'avère qu'il y a eu un problème, c'est que mon conjoint me dit « Ouais mais le problème c'est bien mais t'es jamais joignable en fait. Enfin moi quand je t'appelle c'est que j'ai une urgence. Comme je vis avec toi de toute façon si je t'appelle c'est que c'est urgent. » Et en effet, il avait totalement raison. Il peut y avoir quand même des urgences, tout de même. Donc j'ai trouvé une petite subtilité. C'est que j'ai décidé de programmer mon téléphone. Et là je te partage l'astuce du siècle. Si tu es comme moi, que tu en as marre d'être sollicité et que tu veux juste être tranquille, mais que tu veux rester disponible pour certaines personnes. Tu programmes ton téléphone en mode ne pas déranger, actif tout le temps. C'est la petite lune. Moi sur Android, c'est une petite lune. Il est toujours actif. Quand ce mode ne pas déranger est actif, cela signifie que ton téléphone ne sonnera pour rien. Pas les SMS, pas les appels, pas les WhatsApp, pas les mails, pas les autres applications, rien. Mais il sonne pour 2 raisons. Pour des personnes qui appellent 2 ou 3 fois d'affilée, ce qui peut montrer qu'il y a une vraie urgence. Et également pour les personnes que tu auras
nommer, identifier en favoris. Dans ces cas-là, ces personnes, ça sonne. Donc par exemple, moi, j'ai décidé de mettre dans ces favoris mon conjoint. J'ai décidé de mettre ma maman, mon papa, mes beaux-parents également. J'ai décidé de mettre ma prof de danse, qui est également la personne qui m'embauche en fait pour les cours de yoga, pour m'avertir peut-être au dernier moment qu'un cours est annulé ou pas, ou déplacé. Et enfin, mes voisins. C'est-à-dire que j'ai un voisin de chaque côté de ma maison. Et je les ai mis en favoris parce que, en fait, depuis que l'on se chauffe uniquement au feu de bois, j'ai une crainte, en fait, en moi, c'est que quand je parte, ma maison prenne feu. Et c'est vrai que si mes voisins commencent à m'appeler, à me dire « Attends, ta maison, elle prend feu », alors tu me diras, ils auront peut-être appelé les pompiers avant. Mais j'aurais quand même bien envie de le savoir assez rapidement. Ou pour une histoire d'autre chose, par exemple, au sujet de ma maison, ou de mon chat. J'ai mis mes voisins également en favoris. Il me semble à ce stade que ce sont les seules personnes qui sont en favoris. Donc que leur sollicitation, qu'ils soient par appel ou par SMS, ça sonnera quoi qu'il arrive. Donc voilà, peut-être que toi, c'est aussi une solution de mettre ton téléphone en ne pas déranger, sauf pour certaines personnes uniquement. Donc petite astuce, rien d'extraordinaire, rien de révolutionnaire, je n'ai absolument rien inventé, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé et je me suis dit je vais tester, ça fonctionne très très bien et honnêtement c'est super chouette en fait. Et franchement, le nombre de fois où j'ai des appels manqués et quand j'écoute, soit il n'y a pas de message sur le répondeur, donc autant dire que c'était pas important, soit il y a des messages et c'était des laboratoires qui essaient de me vendre un produit, en fait et qui derrière me laissent pas un mail par exemple, c'est que franchement, j'étais une énième personne à solliciter sur leur liste de prospects, quoi. Donc ça m'intéresse pas du tout. Je vais m'en arrêter là, je vais te laisser décanter tout ça, je vais te laisser également peut-être me partager ton avis, peut-être ta note aussi sur le podcast, éclosion, une graine germe, je ne sais pas encore où, les deux si tu veux, donc tu peux me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, tu peux me laisser également un commentaire si tu écoutes le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je ne peux pas y répondre, mais je peux te lire et puis éventuellement je peux te répondre lors d'un prochain épisode. Et puis tu peux aussi tout simplement partager l'épisode à une, voire 2 personnes. Petit challenge. Trouve une ou 2 personnes maximum, moins mais mieux. 1 ou 2 personnes maximum à qui cet épisode plaira ou fera du bien, révoltera, choquera, peu importe. Une personne qui, tu sais, écoutera jusqu'à la fin et qui elle-même le repartagera à 1 ou 2 personnes maximum. Voilà, si tu peux faire ça, en fait c'est ta petite contribution qui permet à ce message d'être divulgué au plus grand nombre et à ce podcast de continuer à aussi toucher de plus en plus de personnes. C'est simple, c'est gratuit, mais par contre ça te demande de faire ce travail de moins mais mieux. Tu peux envoyer cet épisode par mail, par WhatsApp, ou juste le dire à une personne par voix et trouve 1 ou 2 personnes grand maximum. Et enfin, si tu as quelque chose de très particulier à me partager, une réponse, une réaction à cet épisode, tu peux également le faire en m'envoyant un email via la page contact située sur mon site internet. Je mettrai également le lien dans l'épisode, ne t'inquiète pas. N'hésite pas à dérouler à chaque fois le descriptif de l'épisode, je mets énormément de petites informations, des petits liens à cliquer, c'est beaucoup plus simple derrière pour toi. Je te remercie pour ton écoute. Je pensais vraiment encore faire une fois un épisode court, mais c'est vrai que je prends rarement la parole toute seule, et il s'avère que quand je la prends, c'est que j'ai plein de choses à dire. Donc, je me permets de le faire. Moins encore, mais mieux. Je préfère faire des formats peut-être un peu plus longs, qui ne plairont pas forcément à tout le monde, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify.
Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiènedevie.fr.